Bon, Régine arrive, elle est au parking. Tout va bien. Tout va bien. Donc l'enregistrement est parti. Donc je vous remercie tous d'être présents pour cette dernière visio du club partenaire. Dans les premières visios, nous avions vu les besoins avec l'AREC et la PC. Ensuite, nous avons abordé les énergies avec GRDF, CPCU et Atlantique pour la partie électrique. Puis, nous nous sommes intéressés aux solutions, donc sur les réseaux de chaleur avec Bels et Colar. Puis, la semaine dernière, toute la partie distribution, gestion de la condensation, des températures autour. Et donc, ce soir, nous allons conclure par 2 points, c'est les nouvelles énergies, avec l'hydrogène, qui sera une énergie d'avenir. Alors, juste pour la petite histoire, je rappelle quand même que l'hydrogène était déjà cité comme une énergie d'avenir par Jules Verne dans l'île mystérieuse. Le solaire, qui est une énergie totalement gratuite. Et puis, Olivier, j'ai un trou de mémoire. Pourquoi tu interviens déjà? Il y a Jérôme qui intervient aussi, non? Oui. Bon, je me perds un peu dans les interventions, donc excusez-moi. Le biométhane, on va dire. Le biométhane pour GRDF et l'hydrogène pour Olivier. Excusez-moi C'est d'avoir... gentil. Giovanni, veux-tu dire quelque chose? Dis-moi. Oui. Déjà, bienvenue à tous et merci de cette assiduité et de cette fidélité. En tout cas, c'est dommage que voilà, on n'a pas plus d'entreprises, hein. Mais en tout cas, je pense qu'on développe là un thème particulièrement d'actualité et important pour l'avenir de nos entreprises, de nos distributeurs et partenaires, de nos concessionnaires. Enfin voilà, il y a matière et je pense que c'est ça aussi qui nous rassure pour l'avenir parce que c'est vrai que la vue de l'avenir n'est pas très très brillante. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, on a du pain sur la planche et c'est plutôt positif. Merci à tous. Donc, je vais passer la parole à GRDF pour le biométhane. Ah, j'avais pas compris que c'était moi en premier, parce que je croyais que j'étais en deuxième, mais il n'y a pas de souci. Ah oui, non, Non, mais je partage mon écran, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, je vais même commencer par 2 choses, hein. Je vais me répéter, mais alors non, le gaz n'est pas mort, hein. Voilà. J'aime bien remettre les choses en place. Et non, le gaz n'est pas interdit non plus, hein. Donc voilà. Il est aussi sujet à l'hybridation pour le neuf, par exemple. Et puis, il n'est pas mort au travers de la stratégie, justement, qu'on va pouvoir embrayer, que je vais vous présenter, de la constitution, en fait, enfin, du déploiement de la stratégie du biométhane. Alors, je vais vous partager, hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je pense que oui. Voilà, alors le biométhane, hein, Quesaco, alors en fait, voilà, c'est issu bien sûr de la fermentation de matière organique, hein, et il est 100% renouvelable. Alors on l'appelle de plusieurs manières en fait, hein, on l'appelle biogaz, gaz renouvelable, gaz vert, biométhane. Voilà, je vous ai mis des différentes petites définitions que ça pouvait représenter, hein, en fait, parce que donc le biogaz est bien issu de la fermentation des matières organiques. Alors il est issu principalement de l'industrie agroalimentaire, des déchets également agricoles, mais également des bouts de stations d'épuration. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai que il y en a pas mal en France. Et donc à l'état brut, hein, il nécessite un léger traitement et derrière, il peut être valorisé. Alors, le biométhane, donc c'est du biogaz qui a subi l'épuration. Je vous montrerai derrière le cycle en fait que subit le biométhane afin qu'il puisse être injecté dans le réseau. Donc le biogaz, lui, il a subi l'épuration. L'épuration, on l'a débarrassé du CO2, on l'a débarrassé de diverses choses, des traces d'eau, etc.
Et derrière, il est composé à 97% de méthane et il peut être injecté directement sur les réseaux de gaz naturel. Alors le gaz renouvelable, ça c'est un terme en fait, hein, enfin c'est surtout le gaz vert, pardon, mais le gaz renouvelable, pourquoi? Bah parce qu'il n'est pas issu, clairement, il est issu de la matière organique, hein, il n'est pas fossile. Et puis bah, le gaz vert, hein, c'est également, c'est surtout un terme générique qui a été retenu par GRDF pour pouvoir qualifier le gaz renouvelable en fait en opposition au gaz naturel qui lui est fossile. Alors quand même en gaz naturel, hein, on a quand même un petit peu de stock au niveau de la planète, hein, mais bon. Alors les 3 piliers d'innovation, c'est quoi? Nous, on a plusieurs étapes, hein. On a même 2023 en étape, on a 2030 et 2050. Alors on a la méthanisation, on va dire standard, hein, qui est issue des déchets, des résidus agricoles principalement. Il y a la collecte, la méthanisation. Derrière, on fait du biogaz qu'on transforme. Et puis, on a également tout ce qui est du méthane de synthèse, qui est issu de la biomasse ligneuse. Et on peut également avoir aussi de la méthanisation qui est faite au travers du stockage en fait de l'excédentaire électrique, hein. C'est ce qu'on appelle nous le power to gaz. Et puis derrière, comme on sait que notamment l'éolien est intermittent, le gaz lui est stockable. Donc voilà, c'est aussi une solution de pouvoir éventuellement stocker les énergies renouvelables électriques, c'est ainsi de les transformer. Alors les steps, c'est 2030 et 2050. 2030, c'est 20% de biométhane envisagé. Même à mon avis, ce sera 2028. 2023, le premier step, c'est 12 TWh. Parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à 7 TWh. Et puis 2050, la vision de l'ADEME par rapport aux études qui ont été faites, c'est 100% de gaz renouvelable et de biométhane possible. Donc, hop. Je vais passer. Donc, la méthanisation, qu'est-ce que c'est, hein? C'est donc, voilà, il y a un petit schéma notamment d'un site de méthanisation. Alors, pour votre information, et d'ailleurs, je vois Régine qui est au fond. Bonjour Régine. 2 visites de sites biométhane sur Thieux, en fait, sont prévues sur le mois de juin. Donc, je vous donnerai les dates et puis vous pourrez en faire profiter un certain nombre d'adhérents qui souhaiteraient venir voir une unité de méthanisation en fonctionnement. Donc ce sera le 15 et le 30 juin. 2 dates ont été retenues. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler et surtout de revenir vers vous pour concrétiser en fait ces 2 visites de biométhane qui auront lieu en juin. Donc vous voyez, c'est typiquement un site que l'on serait susceptible d'aller visiter, hein, au travers donc, du stockage, hein, de l'alimentation, principalement des déchets végétaux et des déchets issus de l'agriculture. On n'est pas forcément issu de l'agriculture intermédiaire, parce qu'en France, on est limité à 15% d'agriculture intermédiaire pouvant servir éventuellement pour la méthanisation. Mais sachez qu'aujourd'hui, la culture intermédiaire représente 4 à 7%. On n'est pas comme en Allemagne où ils ont quand même beaucoup plus développé cette culture intermédiaire pour l'alimentation de la méthanisation. Jérôme, c'est où? Thieux, ça doit être dans le 77 de mémoire. Les deux visites sont sur le même site? Oui. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est les services com et les services de chez nous aussi qui organisent ça, notamment avec les personnes du site et les acteurs locaux. C'est ça? Pardon? 15 juin et 30 juin. C'est le 15 et 30 juin, mais je reviendrai vers toi parce que là, j'ai eu la confirmation des dates en fait possibles. Et puis après, je reviendrai vers toi concernant l'organisation. D'accord. Et la disponibilité des places qu'on pourra avoir, parce que s'il est vrai qu'on ne peut pas arriver à une centaine à chaque visite, c'est compliqué. Mais bon, par contre, je vous dirai ce qu'il en est dans les plus brefs délais, parce que là, j'ai eu la confirmation en fait avant-hier. Donc derrière, bien entendu, on a les espèces de yourtes, hein, qu'on appelle les digesteurs et les post-digesteurs, et puis le stockage de digestat et l'épuration et l'injection dont nous nous occupons. Le gaz renouvelable, c'est un cercle vertueux, hein. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est issu des déchets ménagers. Alors, il y a également la collecte, notamment de tout ce qui est restauration de collectivités, etc., qui est de plus en plus en train de s'organiser, notamment avec des gens comme Moulineau qui la structurent. Mais principalement aujourd'hui, ce sont des résidus agricoles, hein, issus des cultures, des effluents d'élevage et des déchets de l'industrie agroalimentaire.
Ensuite, sur la seconde phase, on est sur la méthanisation, avec les déchets qui sont introduits dans les méthaniseurs, hein, sur une cuve privée d'oxygène, chauffée, mélangée. Les déchets, ils sont digérés. Vous verrez d'ailleurs, hein, ça vous sera expliqué pour ceux qui viendront, c'est vraiment c'est une tambouille, mais c'est une tambouille qui est vraiment très, très maîtrisée. On ne peut pas y mettre n'importe quoi, on ne peut pas y mettre les déchets de la poubelle ou les restes de la table constamment. C'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé par rapport à une teneur attendue. Donc voilà, et c'est des dosages systématiques. Voilà, je ne vais pas dire que c'est complexe, mais bon, ils l'expliqueront mieux que moi. Mais on ne peut pas tout y mettre et n'importe comment, afin de pouvoir notamment avoir toujours un maintien des bactéries suffisantes en tous les cas. Donc ensuite, il est transformé en biogaz et le résidu, hein, qui est appelé digesta, est un engrais naturel. Alors, c'est un engrais naturel si on prend notamment dans le 77, hein, dans le cadre d'une exploitation où ils sont même 4 exploitations réunies pour alimenter une unité de méthanisation. Avant, ils amenaient quasiment pour leur culture 9 semi-remorques d'engrais, donc notamment plutôt de l'engrais chimique. Aujourd'hui, ils en ramènent plus qu'un. Donc le digesta, lui, est réutilisé comme un engrais naturel systématiquement. Donc c'est un complément et surtout un apport qui est fortement apprécié dans le monde, notamment agricole. Ensuite, on est sur l'injection avec après l'épuration. Et puis, le biogaz devient du biométhane. Aujourd'hui, il est déjà injecté, hein, en faible teneur, certes, par rapport à ce qu'on a en termes de consommation, mais c'est quelque chose qui évolue au quotidien. Et quand je dis au quotidien, c'est vraiment au quotidien. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une unité de méthanisation qui se mette en marche. Et puis derrière, c'est la valorisation, puisque le biométhane est utilisable pour la totalité des usages en fait, que représente aujourd'hui le gaz naturel, sans aucune modification d'appareillage, bien entendu. Ni les générateurs, même pour la mobilité aujourd'hui, hein, tout ce qui fonctionne au GNV, etc., tout ce qui est cuisson, aucune transformation n'est nécessaire, puisque les teneurs calorifiques du biométhane sont identiques à celui du gaz naturel. De la méthanisation à l'injection, hein, les intrants. Alors c'est un petit peu répétitif, mais bon, là, ça vous donne principalement, en tous les cas, toutes les étapes qui sont représentées au travers des déchets agricoles, de la collecte notamment des déchets urbains, l'industrie agroalimentaire et les résidus, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des stations d'épuration. La production se fait, hein, au travers du biogaz brut. Ensuite, il y a l'épuration avec les compressions, on débarrasse tout ce qui est de CO2, tout ce qui est traces d'eau, etc. Le contrôle de la composition du gaz qui est en charge et qui est effectué par GRDF, avant bien entendu une épuration éventuelle sur la composition similaire du gaz naturel. Il y a l'odorisation, comme elle est faite aujourd'hui pour le gaz naturel, elle est également faite pour le biométhane. Ces étapes-là nous incombent également. Et ensuite, nous sommes sur des contrats d'injection, enfin des contrats de raccordement, mais également des contrats d'injection. Donc l'exploitation en fait du poste d'injection, l'odorisation, les contrôles, les qualités, la régulation et la pression incombent bien entendu à GRDF, ainsi que le raccordement du site de biométhanisation. La réalisation des études aussi, c'est important d'en parler parce que nous avons aujourd'hui quasiment 1200 projets qui sont prêts à sortir. On n'attend plus qu'un go. Aujourd'hui, la réalisation des études est faite par des équipes spécifiquement dédiées et accompagne que ce soit les collectivités, le monde agricole, que ce soit les agriculteurs eux-mêmes. Voilà, on essaye d'avoir la totalité de la boucle effectuée afin que ça se passe au mieux. Jusqu'à ce qu'on aille, voilà, le cercle vertueux, hein, ça c'est un petit exemple de ce que ça peut représenter. Aujourd'hui, hein, si on reprend ce qui est fourni, quasiment 7 TWh de biométhane, c'est l'équivalent par rapport à 1,2 million de logements neufs qui sont, dans le cadre de la RT 2012, alimentés spécifiquement en biométhane. Ça, c'est une équivalence aujourd'hui de logement. Donc, vous voyez, sur la collecte de 10 à 15 000 tonnes de déchets, en règle générale, ça réunit toujours à minima 2, 3, voire 4 exploitations agricoles. Et puis la production de 100 nanomètres cubeurs de biométhane aujourd'hui représente 9 gigawatts, donc 9000 mégawatts annuels, et une production de 10 000 tonnes de digesta à disposition notamment des exploitations agricoles.
Alors la dynamique, elle est plus importante que ça, parce que vous voyez, cette slide-là, elle doit dater de, je ne sais plus quand d'ailleurs, puisque à ce matin, nous étions à 401 unités de biométhane. À fin février, nous étions à 383 unités de biométhanisation en injection, 383. Et ben, à ce matin, c'était 401. Voilà, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y en ait qui soient mis en fonctionnement. Cette slide-là, moi, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que le biométhane, on n'a pas attendu malgré tout un craquage et surtout un effet conjoncturel dû au conflit actuel pour se pencher sur le phénomène. 2017, ça a démarré même en 2012, mais bon, 2012, il y avait très, très peu d'unités de méthanisation, 2012-2013. En 2017, il y avait 44 sites de méthanisation qui étaient en injection. Alors, 44 sites, 2017, on est donc en mai 2022, soit 4 ans et demi après, de 44 à 354. Voilà, donc ça va très très vite en fait. C'est pas, je dirais, c'est pas une espérance, c'est une réalité aujourd'hui. Alors en Ile-de-France, on a même passé la quarantaine de sites qui injectent du biométhane sur le réseau. Voilà, ça, vous avez une petite cartographie aujourd'hui. Bien entendu, ce sont sur des réseaux, sur des régions qui le permettent, et des régions principalement aussi agricoles aujourd'hui. La compétitivité du biométhane. Alors on va pas parler. On peut, si, on va en parler. On peut parler tarif, puisque j'ai même encore un retour tarif aujourd'hui, puisqu'on est à 78 € du mégawatt au 29 avril. En gaz. Mais bon, le biométhane aujourd'hui a un écart d'approximativement 20% en termes de coût, si effectivement vous sollicitez un contrat de gaz vert. Mais bon, là, ça vous donne en fait, en tous les cas, un pendant de ce que peut représenter notamment le coût moyen. Je dis bien le coût moyen parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même assez fluctuant. Mais bon, au travers du bouclier tarifaire qui a été appliqué, notamment sur tout ce qui était collectif résidentiel, on est sur du 65 € du mégawatt. Voilà. Alors, le biométhane, lui, est quand même beaucoup plus cher et il y aura une convergence de toute façon naturelle d'ici 2030 par rapport aux augmentations et aux baisses des coûts de production aussi du biométhane. Il y aura une convergence avec un objectif à 60 € du mégawatt d'ici 2030 sur du biométhane. Alors, le bilan carbone du biométhane, en analyse de cycle de vie, alors il est quand même intéressant parce qu'on va quand même sur une énergie décarbonée, puisque alors la méthanisation sur les sites agricoles, en prenant tout, on est sur du 23 grammes, mais la base retenue ADEME est de 44 grammes sans les impacts évités. Donc c'est quand même 80% de moins que le gaz naturel aujourd'hui. Bon, par rapport au fuel, c'est encore pire. Mais vous constaterez quand même que au travers du cycle de vie, si on prend du photovoltaïque, on est sur du 55 grammes. Donc le biométhane est quand même encore moins carboné que du photovoltaïque aujourd'hui. Donc c'est quand même relativement parlant. Et puis, hop, on va passer les garanties d'origine, la carte d'identité de la traçabilité, ça oui. Donc 1 mégawatt fourni, c'est une garantie d'origine. Donc les producteurs aujourd'hui redescendent et enregistrent sur les registres des garanties d'origine la fourniture. Et puis après, derrière, c'est le consommateur final au travers éventuellement de ces demandes qui pourra en obtenir. Alors sachez que, vous voyez, pour les communes notamment où les installations ont été situées et les territoires, pour leur propre consommation, les garanties d'origine leur sont offertes. Le mécanisme d'usage et de développement du gaz vert dans les territoires, le contrat de fourniture de gaz vert. Donc ça, il y en a de plus en plus. Alors sur un panel de fournisseurs existants qui était au nombre de quasiment 28, il y en avait que 5 ou 6 qui proposaient des contrats de gaz vert. Maintenant, il y en a de plus en plus, bien évidemment. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a fallu malgré tout qu'il y ait une contracture au travers de la fourniture du gaz pour qu'on mette de plus en plus en avant notamment le gaz renouvelable et le biométhane, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en parle. Je pense qu'il y a énormément de présentations que j'ai dû faire, en tous les cas au GCCP, même sur des commissions où j'ai toujours parlé biométhane. Bon, maintenant, on va de plus en plus en parler. On espère également que, malheureusement,
au travers de la conjoncture, bah, ça va nous booster en tous les cas, ça c'est une certitude. Et puis, il va y avoir des possibilités également de modes de financement participatif ou des choses comme ça qui vont être mises en œuvre au travers de la construction. On attend bien entendu après que le biométhane soit reconnu comme une énergie verte, complètement reconnu. Aujourd'hui, voilà, c'est pas toujours évident. On se bat un petit peu sur pas mal de choses, mais bon, on devrait y arriver. Donc voilà, le biométhane, c'est pas bien compliqué, vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu le compost qu'on peut avoir, c'est un compost maîtrisé, comme on peut avoir dans notre jardin, afin de pouvoir en récupérer quelque chose et puis quelque chose d'utile, d'économique et de décarboné. Alors, est-ce que j'ai pas été trop long? Je ne sais pas. Non, ça ira. Ça ira. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tous les cas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je voudrais juste rebondir sur un point. Jérôme nous a dit le gaz n'est pas mort. Oui. Quand on voit cette présentation-là, il s'avère même que le gaz est une des énergies les plus vertes que l'on puisse avoir, et qu'avec la politique de développement des bornes de recharge pour voitures, par exemple, de développement des solutions PAC pour le chauffage des immeubles, on risque de ne pas avoir en France la production électrique nécessaire pour chauffer nos bâtiments. Donc, C'est non même une seulement le certitude. gaz a, pour moi, un très grand avenir dans le bâtiment, il faut juste qu'il passe ces 10 ans de crise où, effectivement, il est mal vu dans les RT et RE. Alors, il y a ça effectivement, mais de toute façon, alors moi je prône pas du tout le gaz, je prône évidemment en fait un mix énergétique équilibré. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train de nous vendre, bien évidemment. On est systématiquement à la limite de la rupture vis-à-vis de la fourniture électrique. On voit que malgré tout, sur les périodes hivernales, ben, on multiplie par 5 la demande. Donc automatiquement, on est à la limite du craquage systématique. Maintenant, bah, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas faire ma mauvaise langue, mais demain, bah, s'il y aura plus besoin d'électricité, bah, ça tombe bien, le gaz en fournira quelque part. Mais bah ouais, non, mais en fait, c'est pas ce qu'on souhaite. Clairement, il y a également toute la révolution de la transition énergétique, notamment sur le bâtiment, qui font que de toute manière, on va moins consommer. Nous, on prône le moins consommer et le mieux consommer. Parce que, bah, vous savez, les projections aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 450 térawatts fournis de manière annuelle en termes de gaz. Demain, on est sur des bases déjà des scénarios à 2030 sur du 380. C'est-à-dire qu'il en faudra de toute façon moins du gaz. Parce qu'on isolera plus le bâtiment, parce que voilà, on optimisera nos besoins. Donc, de manière naturelle, on va réduire nos consommations. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, on a quasiment 220 ans de gaz naturel, je précise, et fossile. Au sein de la Terre, il ne nous faudra pas 220 ans pour exercer cette transition, en tous les cas, chez GRDF vers la méthanisation. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'ADEME, elle, nous a projeté sur 2050 à 100% de gaz vert et gaz renouvelable. Alors nous, on est toujours un petit peu précautionneux, mais bon, de toute façon, il ne se passe pas une seule semaine sans qu'il y en ait 2-3 qui soient mises en route. Donc ça va quand même très très vite. Et vous savez, aujourd'hui, on est à 7 TWh de fournis. À 2023, on sera à plus de 12 TWh de fournis. Les 12 TWh, je crois que l'éolien, ils ont dû mettre 25 ou 30 ans à les fournir. Donc à un moment, voilà, on va vachement plus vite. Et donc voilà, bon, comme merci Hubert de l'avoir rappelé, non, nous ne sommes pas morts, ça c'est sûr. Et puis en plus de ça, on est sur une énergie décarbonée. Ça, c'est important de le préciser. Alors, j'ai une question de Jérémy Amand. Le biocarburant est également en voie de développement sur la base aussi des cultures. Est-ce une production concurrentielle au gaz ou est-ce complémentaire? Alors, c'est concurrentiel. Pour la culture et l'accès à leurs denrées. Alors, c'est tout ce qui est, ils s'appellent ça quoi, le B100, je crois, un truc comme ça. Le F30 puis le F100 qui sera Le normalement F100, ouais. accessible en 2030. Bon, après, tout le monde se rue sur notamment, là, c'est tout ce qui est biofuel, biocarburant. Bon, ça va être compliqué compte tenu des cultures. C'est colza, c'est tournesol.
Maintenant, oui, c'est un concurrent. Aujourd'hui, derrière nous, le biométhane se transforme en bio-GNV, hein, bien évidemment, et alimente notamment tout ce qui est mobilité, mobilité équipée gaz. Mais bon, aujourd'hui, la mobilité, compte tenu de la fluctuation conjoncturelle, je précise, qu'on peut avoir sur les énergies, en gaz, clairement, elle n'est pas très propice, hein, on ne va pas se le cacher. On est à quasiment 2,50 €, 2,60 € le kilo. Ça fait cher. Compte tenu de ce qui nous arrive, ça fait cher. Bon, c'est en train de retomber, bien évidemment. Mais voilà, quand on a un coup de semonce comme ça sur une augmentation, ça fait très cher. Donc voilà, ça nous a mis un petit coup de frein concernant la mobilité. Mais bon, c'est pareil, aujourd'hui, c'est une mobilité qui rejette 0,000, enfin, aucune part, 80 de particules fines en moins, en bio-GNV. En véhicule, alimenté au bio-GNV, c'est 80 ou 90 pardon, de particules fines en moins rejetées. Donc voilà, c'est une mobilité propre aussi. Mais il est vrai que, on a un petit coup de frein. C'est pas Jérôme, évident compte tenu de la conjoncture. tu parlais tout à l'heure de 2030, donc Oui. de 254 TWh, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est tellement gigantesque, on ne sait plus très bien. Ça veut dire qu'en 2030, le mix énergétique en France, ce sera quoi? Ce sera plus 80% de nucléaire, mais ce sera quoi? 70, 65%? Et quelle sera la part du biométhane à ce Alors, moment? j'ai pas la projection du nucléaire, mais aujourd'hui, le nucléaire, c'est 69%. Concrètement. Après, derrière, il y a pas mal, compte tenu des pics, hein, on avait de l'importation d'Allemagne sur du charbon, on avait tout un tas de choses. Il y avait même de l'électrique qui était fournie au gaz, donc, de l'électricité qui était produite au gaz. Le parc nucléaire, je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous faire, clairement. Maintenant, concernant le gaz, 2030, c'est 20% de biométhane et de gaz renouvelable. C'est 20%. Donc c'est 20% d'une projection un petit peu abaissée à 400, c'est 20% de 430 TWh. Voilà. Donc ça fait du 90 TWh à peu près. Et en termes de gain CO2, ce sera valorisé par région et implantation des centres de production ou sur l'ensemble de la France? C'est-à-dire, en termes de valorisation C'est-à-dire, je reviens sur la RE 2020. Oui. Est-ce qu'on pourra abaisser la part CO2 sur une chauffe-eau gaz qui est alimentée partiellement avec un pourcentage de 20 ou 30% en biogaz? Ça, c'est un vœu. Ah oui, mais C'est un vœu. Alors, il y a des choses qui étaient éventuellement à l'étude, hein, notamment par rapport à la construction neuve, et pour faire face au côté un petit peu plus drastique de la RE 2020. Il y a des choses qui étaient envisagées au travers de certains programmes qu'on appelait Méta9, hein, qui étaient à l'étude, hein, je précise, où on proposait en fait aux promoteurs notamment d'investir sur de la méthanisation et puis de pouvoir l'intégrer dans son programme. Bon, c'est pas des choses encore qui ont complètement vu le jour et qui sont pérennes. C'est pas des choses pérennes aujourd'hui, clairement. C'est des choses qui sont à l'étude. Nous, bien sûr, on attend que ça. Mais tant qu'on n'aura pas une capacité, quand on aura 20% demain, oui, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, on représente 2% d'injection en biométhane. C'est 2%, hein. Les 12 TWh qui sont prévus, on sera peut-être sur 3,5. Mais voilà, c'est pas plus. Il va falloir attendre certains steps. On va pas pouvoir griller la totalité des étapes. d'accord. Merci Jérôme. On va passer à Avec plaisir. l'intervention suivant. Donc BDR, si vous voulez partager votre présentation. C'est bon, Olivier. Alors parfait, bonjour à vous tous. Donc il y a peut-être du bruit autour de moi parce que je suis sur le salon Evolution à Paris, là, qui est le salon de la filière hydrogène. Et donc on va parler d'hydrogène et ça tombe très bien de passer après vous pour VRDF parce qu'on est un élément associatif fort avec le biométhane. Et on va vous montrer comment on imagine cela. Alors tout à l'heure, vous avez dévoilé, oui, une vieille
une vieille information. En fait, en 1874, Jules Verne avait écrit que l'eau serait un jour employée comme combustible et que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés alors isolément ou simultanément, vous verrez que ça a un sens, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et que d'une intensité que là où il ne saurait avoir. Et donc, effectivement, l'eau pourrait être une très très belle énergie complémentaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour venir juste au BDR, vous dire pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'hydrogène et pourquoi ça a du sens. On a notre patron qui s'appelle Christophe Defitte, qui est un des membres actifs de la Convention des entreprises pour le climat et qui considère que la décarbonation du gaz via l'hydrogène est un moyen fort de décarboner rapidement et d'adresser le marché rapidement. Et en même temps, on fait partie de la communauté du coq vert. Et donc, notre patron, d'un côté, travaille sur les pompes à chaleur et de l'autre côté, nous pousse beaucoup pour la partie hydrogène. Donc, ce qu'on voulait vous montrer ce soir, c'était juste vous donner le contexte de l'hydrogène en mélange. Parce qu'en fait, on n'a pas, nous, à court terme, l'impression qu'on aura des réseaux purs H2 pour alimenter nos maisons, que de décarboner le gaz avec de l'hydrogène, ça a du sens et que nous sommes prêts, et vous allez voir comment on a travaillé. Donc la première chose, c'était vous donner le contexte. Tout simplement, le plan de relance hydrogène qui a été mis en place par l'État ne prévoit pas le bâtiment. C'est aussi simple que ça. Le plan a été uniquement mis en place pour supprimer l'hydrogène gris qui est fait à partir du vaporeformage et donc du gaz. Et donc, dans les trois axes du plan de relance, qui pèse 7 milliards et demi, c'est d'abord une production d'hydrogène par électrolyse pour l'industrie. Ensuite, valoriser les usages de la mobilité en complément des batteries. Et puis, pour terminer, utiliser l'hydrogène comme un stabilisateur de réseau électrique et énergétique, mais électrique surtout, sur le moyen et le long terme. Donc, vous voyez clairement que la partie bâtiment n'est pas du tout dans la ligne et que donc, il va falloir imaginer une solution différente. Alors, pourquoi utiliser de l'hydrogène en mélange ? Et est-ce que c'est vraiment dans notre univers de chauffagiste ? En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est tout simplement à mélanger un biométhane avec de l'hydrogène pour venir injecter ça dans le brûleur de nos chaudières, tout en conservant les chaudières existantes. C'est-à-dire qu'il n'est pas aujourd'hui question de tout casser, de tout supprimer et de se retrouver avec des chaudières différentes de ce que vous avez aujourd'hui. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est de décarboner la combustion. En fait, lorsque vous mélangez du CH4 avec de l'hydrogène, l'hydrogène va venir prendre la place du méthane. Et donc, vous allez supprimer du CO2, sachant que la combustion de l'hydrogène, liée à l'oxygène, va vous faire de la vapeur d'eau. On peut décarboner à des valeurs importantes, je vous montrerai juste après. Mais l'idée première d'utiliser de l'hydrogène, c'est j'ai une combustion obligatoire que je ne peux pas électrifier facilement. Et pour la décarboner, j'injecte de l'hydrogène. Ce qui est arrivé récemment, c'est depuis la bagarre en Ukraine, c'est que si vous mettez de l'hydrogène à la place du gaz, vous effacez une quantité de gaz non négligeable. Et puis, dernière chose, c'est quand vous avez de l'hydrogène et du méthane, eh bien, vous pouvez sécuriser votre énergie de chauffage. Si demain, on a une baisse forte de nos imports, on pourra au moins travailler avec ce mélange énergétique. Alors, je vous assure, cette jeune femme, ce n'est pas moi qui l'ai payée, mais pourtant, je vous assure qu'elle a très, très bien parlé. En fait, si vous regardez en haut à droite, vous avez 70% des émissions de CO2 en France viennent de la combustion. Et puis, il y a une commissaire européenne qui s'appelle Kadri Simons, qui a eu la bonne idée de dire qu'il y a des secteurs où l'électrification directe n'est pas la solution et on aura besoin d'autres alternatives et que l'hydrogène est une alternative évidente et que c'est une alternative aux combustibles fossiles. Et donc, on va produire un combustible à partir d'eau et d'électricité pour en faire un gaz qu'on va injecter dans les chaudières. Et la conséquence, c'est de faire baisser le CO2. Ce que je vous montre juste après, c'est une courbe que nous avons établie avec un laboratoire de recherche avec lequel je travaille sur Toulouse, où vous avez ici la réponse en injection d'hydrogène et la valeur de décarbonation. À une époque, vous vous souvenez peut-être qu'on avait imaginé d'avoir 20% d'hydrogène dans nos réseaux. Si je mets 20%, vous descendez là et vous avez décarboné de 7%. Et donc, est-ce que ça a du sens de modifier, d'adapter des réseaux pour 20% avec une décarbonation aussi faible? Si en haut, vous mettez 100% d'hydrogène, évidemment qu'on a tout décarboné. La conséquence, c'est qu'il faudrait des réseaux pur H2,
et que ceux-là, on les aura peut-être sur quelques slots en France où vous avez des industries qui auront besoin d'hydrogène pur. Et à ce moment-là, par capillarité, on aura des usages autour. On pourra avoir des réseaux d'hydrogène et des combustions d'hydrogène. Mais le reste du temps, on va plutôt jouer sur cette courbe-là. Donc, si le réseau ne m'amène pas grand-chose, ce qu'il va falloir faire, c'est fabriquer de l'hydrogène en local et l'injecter dans une flamme. La conséquence, 1, je baisse la consommation de gaz. 2, je vais baisser mes CO2 et mes CO simplement parce que je vais effacer du gaz. Et une des conséquences indirectes, c'est lorsque vous mélangez de l'hydrogène avec du gaz naturel, vous avez une baisse forte des NOx. Et pourquoi vous avez cette baisse? C'est qu'en fait, vous avez ici à gauche une flamme, ça c'est une petite chaudière tout à fait standard que vous pouvez trouver n'importe chez quel fabricant qui travaille avec un brûleur en prémix. Vous avez ici une flamme qui est un peu bleutée, donc vous savez que plus la température de flamme est élevée, plus la flamme est bleue. C'est comme les étoiles, et plus l'étoile sera rouge, et plus elle sera froide. Ce que vous avez ici, c'est 27% d'hydrogène. Vous avez vu, hein, je commence à bien rougir. Là, je suis à 45% d'hydrogène, et là, je suis à 60%. Et à 60, vous voyez bien la flamme qui est très, très rouge. Entre ici et là, j'ai divisé les NOx par 10. J'ai supprimé 30% de gaz, et je suis beaucoup plus vertueux en termes d'oxyde d'azote. Et à droite, vous avez une flamme 100% hydrogène. Et ça, c'est une particularité de cette combustion. C'est une flamme transparente. Alors, je vous l'ai mis sur l'image pour vous montrer. Mais sachez quand même qu'une chaudière traditionnelle aujourd'hui que vous auriez chez vous en prémix, vous ne pouvez pas la monter en 100%. On va se limiter jusqu'à 60% d'hydrogène. On ne prend aucun risque. Au-delà, ça commence à devenir sportif. Et quand vous commencez à jouer dans la zone haute, il faut mélanger deux technologies. Il faut prendre une chaudière en mélange, puis une chaudière pure hydrogène et faire matcher les deux tout au long de l'année. Ça, c'est une des conséquences. En fait, si vous regardez le mix de ce qu'on achète actuellement, vous avez un peu de gaz qui vient de Norvège, il y en a 17% maintenant qui venait de Russie, un peu des Pays-Bas, Nigeria, Algérie. Si on prend cette photo, la Russie, on va finir par être obligé de l'effacer totalement. Le Nigeria, ça risque d'arriver assez vite parce que c'est un pays qui se développe très très rapidement et qui va garder son énergie. Et puis, je pense qu'avec les copains allemands, il va falloir partager une partie du gaz venant de Norvège. Donc, en fait, ce qu'on va nous demander de faire, c'est d'effacer une grande quantité de gaz. Les premières tendances, c'est plutôt, on estime qu'il faut effacer 40% à partir de l'hiver prochain. Donc, l'hydrogène va pouvoir avoir du jeu, va pouvoir jouer son rôle. Et puis, on a aussi, nous, très envie de voir des accélérations de biométhane parce que vous allez voir que ça a du sens pour nous. Plus on aura de méthaniseurs et de biométhane que vous allez décarboner avec de l'hydrogène, et là, vous avez un vecteur génial pour venir jouer contre le monde électrique. Cette photographie, elle est extrêmement importante pour vous tous. En fait, si vous regardez les usages du gaz aujourd'hui, alors moi, je suis parti non pas à 480 TWh, mais plutôt à 422. Donc, vous avez à gauche des usages qui sont totalement non électrifiables. Si vous prenez une verrerie, par exemple, on ne sait pas faire du verre avec une induction électrique. Donc, vous aurez des usages où il faudra garder des flammes. Et il faut faire attention avec des flammes hydrogène. C'est que lorsque vous injectez de l'hydrogène dedans, vous avez de la vapeur d'eau et il faut que le process industriel qui soit derrière puisse réagir avec cette vapeur. Clairement, j'ai eu le cas avec une personne qui séchait du foin, et qui, lui, voulait absolument utiliser une flamme hydrogène pour sécher le foin. Vous imaginez bien, si je fais de la vapeur d'eau pour sécher du foin, la conséquence, c'est que vous faites des champignons et de la moisissure partout. Donc, il y a des process où on ne peut pas. Tout à fait à droite, vous avez des process qui, eux, inversement, sont facilement électrifiables. Là, le bâtiment s'y prête, on met une pompe à chaleur. Vous avez de l'induction qui peut être mise en place sur des cubilots de fonte de matière. Vous pouvez travailler avec des effets Joule. Et dans le milieu, il y a la salle de jeu où vous avez ici tous les process qui ne sont pas électrifiables facilement et où on a encore besoin d'une flamme. Et la solution, pour effacer ce gaz, baisser ce qu'on a vu CO, CO2, récupérer la chaleur d'un électrolyseur si on fabrique de l'hydrogène en local. Et la conséquence, c'est que si vous faites de l'électrolyse locale sur une chaudière, vous avez un rendement global qui est meilleur que celui d'une chaudière seule. Et ça a du sens parce que d'un seul coup, on ne peut pas nous dire que le rendement d'un électrolyseur étant soi-disant pas bon, si je le mets avec une chaudière, mon rendement global étant inférieur à celui de la chaudière, pourquoi m'emmerder? Ce qu'il y a en face aussi comme problème à l'électrification massive, ce que vous disiez juste avant, c'est à un moment, est-ce qu'il faudra choisir entre le bloc opératoire qui a besoin de courant, les gens qui se déplacent en TGV ou celui qui sont coincés dans un ascenseur? Ça veut dire qu'on aura une limite physique aux capacités du réseau électrique. Et que si on électrifie tout partout, on sait que ça ne passe pas. La deuxième chose, c'est l'infrastructure bâtiment.
Aujourd'hui, quand vous voulez passer d'un bâtiment existant vers une pompe à chaleur, d'abord, il faut s'assurer qu'il y ait le flux d'électrons suffisant au bout du câble, mais surtout, il faut aussi s'assurer que l'infrastructure, elle puisse passer. Parce que les températures et les delta T ne sont pas les mêmes. Donc, est-ce que votre réseau hydraulique est compatible? Est-ce que vos émetteurs sont compatibles? Et quand vous êtes en hybridation gaz, bah, vous ne touchez pas à la structure. La deuxième chose, c'est la réversibilité. C'est-à-dire que si vous passez d'un monde à un autre, vous ne pouvez rien faire, vous êtes coincé. Si vous êtes du monde purement gaz et que vous passez en tout élect, bah, de toute façon, vous êtes complètement piégé. Alors que si vous travaillez avec les deux, bah, d'un seul coup, vous pouvez gérer la réversibilité. C'est-à-dire s'il y a beaucoup d'électricité, je peux décarboner plus et fabriquer plus d'hydrogène. Et si j'en ai moins, bah, j'utilise plus de gaz. Donc la solution H2 plus du biométhane, c'est la solution la plus efficiente pour être énergétiquement efficace à l'échelle d'un réseau. Ensuite, quand vous avez une chaudière hybridée, vous êtes avec la filière initiale. Ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous allez continuer à travailler avec un chauffagiste. Vous n'avez pas besoin d'un frigoriste qui va être un élément limitant à mettre des packs. Donc, partout où on ne peut pas mettre de pompe à chaleur, bah, la solution d'électrification d'une chaudière, c'est la bonne. Et puis à la fin, c'est le coût. En fait, quand vous prenez le monde de l'hydrogène, on vous explique que c'est un produit qui est super cher, qui est extrêmement compliqué et complexe. Ça, c'est vrai lorsque vous avez besoin d'un hydrogène ultra pur. Si vous travaillez avec une pompe à chaleur, avec une pile à combustible, pardon, c'est pareil, hein, ça s'appelle PAC. Mais avec une pile à combustible, il faut un hydrogène ultra pur pour que le stack fonctionne. Mais si vous avez l'hydrogène pour le brûler, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, ça veut dire que le coût d'exploitation de l'équipement et le coût d'investissement, bah, c'est 10 fois à 20 fois moins cher qu'un électrolyseur fait pour de l'ultra pur, d'hydrogène ultra pur. Et d'un seul coup, vous avez une rentabilité de l'hydrogène en combustion qui devient tout de suite intéressante. Donc chez nous, le discours dans la maison, c'est de dire, quoi qu'il se passe, si vous achetez une chaudière aujourd'hui, elle verra obligatoirement autre chose que du gaz pendant sa vie. La première chose qu'elle va voir, c'est peut-être un tout petit peu d'hydrogène venant d'électrolyse dans le réseau. Elle verra surtout de la méthanation. Et la méthanation, c'est le complément à ce que vous avez présenté tout à l'heure sur la partie méthanisation. En fait, la méthanation, c'est que quand vous avez un méthaniseur, vous avez la moitié c'est du CH4, mais l'autre moitié c'est du CO2. Et que ce CO2, si on pouvait le faire réagir avec de l'H2, c'est ce que vous voyez ici, hein, je fais de l'électrolyse, je fais interagir de l'hydrogène et le CO2, et je fais un méthane de synthèse. Et ça, vous l'injectez dans le réseau. Et d'un seul coup, vous avez un élément ici qui est neutre en carbone. Et vous allez voir que si derrière, je décarbone un élément neutre en carbone, le gaz, il a beaucoup de sens. Et donc, ce que nous, on imagine, c'est d'avoir derrière ce gaz un électrolyseur associé pour venir hybrider les machines et venir les décarboner de 20% jusqu'à 100% en fonction du type de réseau que vous avez. Donc, nous sommes prêts avec nos chaudières 20%. Et puis, ce qu'on a aussi acté chez De Dietrich, chez Chappé, c'est qu'aujourd'hui, on avait des chaudières 20% certifiées. Donc, toutes nos machines peuvent travailler avec 20% d'hydrogène. On a des gammes 100%. Et puis, à partir de l'année prochaine, toutes nos machines seront prêtes pour le 100%. Ça veut dire en clair que si vous achetez une chaudière aujourd'hui, que vous avez un pipe qui passe dans 5 ans avec de l'hydrogène pur, vous pourrez, au travers d'un kit de conversion, passer cette machine en pur hydrogène. Et ça veut dire aussi que l'investissement que vous avez fait, il n'est pas perturbé parce qu'il y a une modification de réseau, parce qu'il y a une évolution du réseau ou parce qu'il y a carrément un changement de nature de la molécule. Donc, on a fait la première chaudière hydrogène 100% en France. La voilà, et je vous montrerai tout à l'heure son résultat. On a aussi voulu garder des codes classiques du monde du chauffage. C'est-à-dire que la chaudière ressemble à une chaudière, elle a le même écran, elle a le même raccordement, elle a les mêmes dimensions, elle a les mêmes services au chaud d'échauffage. Et le truc qui est le plus génial, c'est quand vous l'allumez, que vous mettez une valise de combustion, vous avez CO2 0, CO 0. Et je peux vous dire, c'est le Graal du combustionniste de voir pour la première fois une flamme et de la chaleur sans avoir d'émissions de CO2 et de CO. Donc cette machine, c'est notre Formule 1, hein, c'est vraiment l'outil de démonstration de la maison. La vraie limite qu'on a, c'est d'avoir de l'hydrogène pur en quantité. Et comme on n'en aura pas, on a imaginé autre chose. Donc on a imaginé des machines qui puissent travailler avec des mélanges. Donc si vous prenez par exemple les petites Avena et Axea de la maison Chappé, ce sont des petites chaudières murales tout à fait traditionnelles, mais qui sont déjà prêtes pour travailler avec de l'hydrogène et qui sont aussi prêtes pour recevoir des électrolyseurs compacts qui vont venir fabriquer de l'hydrogène, de l'oxygène et de la chaleur en local pour venir décarboner ces machines. Et puis, si je vais un petit peu plus loin en puissance, les grosses bécanes de la maison sont aussi compatibles. Si vous prenez les gammes AMC jusqu'aux grosses machines d'Améga 2, elles sont toutes compatibles avec de l'hydrogène. Et que ce soit pour les gammes inox ou les gammes alu-silicium, on a développé toute la compatibilité de puissance d'hybridation avec de l'hydrogène. Et puis, on a aussi travaillé sur un moteur à combustion interne. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que vous savez tous que quand vous avez de l'hydrogène pour faire de l'électricité, on vous parle de pile à combustible. Et la pile à combustible a une contrainte majeure, c'est qu'il faut un hydrogène pur. Et un hydrogène pur, ça vaut entre 9 et 10 euros le kilo.
Mais ça, ce n'est pas une bonne idée parce que vous allez avoir un investissement extrêmement lourd et des capex extrêmement lourds. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. On est dans un monde pragmatique. Donc, on veut de l'hydrogène pour travailler et décarboner. Et donc, on a un hydrogène qui est plutôt à 2 euros, 2,50 € le kilo. Et là, on va pouvoir venir injecter jusqu'à 40% d'hydrogène dans un moteur à combustion comme celui-là, mélanger avec le gaz toujours. Et vous allez avoir une génératrice pour récupérer l'électricité et toute la chaleur fatale de l'équipement qui, elle, va être fournie pour faire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Et ça a du sens lorsque vous avez pu produire de l'hydrogène en décalage, en stocker une petite quantité, mais un hydrogène pas ultra pur, et venir l'injecter dans le moteur. Alors, le premier chantier qu'on a fait en France, il est à Châteauneuf. Hein, c'est une commune qui est à côté de Saint-Étienne, avec un maire qui a beaucoup de caractère, et c'est facile dans ce cas-là. Et donc, on voulait faire quoi? Démontrer qu'une chaufferie hydrogène pouvait fonctionner, qu'on pouvait travailler avec des technologies en mélange. Donc là-bas, on décarbone de 0 à 100%. C'est-à-dire qu'on a une chaudière qui est capable de travailler jusqu'à 60% d'hydrogène en mélange et une chaudière pure à côté. Vérifier le taux de décarbonation qu'on obtenait. Et ensuite, ce château est un bâtiment ERP dans lequel il y a un pôle petite enfance avec une crèche et une halte garderie. Et donc, vous imaginez bien que les petits qui sont dans ce site auront demain l'hydrogène comme vecteur énergétique. Et donc, pour nous, ça avait du sens de le faire à cet endroit-là. Et puis après, sur ce site a été aussi mis en place une station de recharge hydrogène pour des véhicules de la commune. Et donc, ils ont trois Kangoo qui travaillent avec de l'H2. Alors, le bilan de ce site, c'est donc une plateforme de production d'électricité et de stockage d'hydrogène à partir de d'ENR. Donc, ça veut dire que la ligne électrique d'Enedis a été coupée complètement. Et puis, ils ont gagné quelques prix autour de la technologie. Donc, sur place, vous avez 90 mètres carrés de photovoltaïque. On a 2 arbres à vent. Alors, les arbres à vent, c'est les seules éoliennes qui sont intelligentes et qui sont socialement acceptables. Et nous, on travaille que en courant continu. Donc, nos arbres à vent ont des rendements qui sont absolument exceptionnels. Alors que si vous travaillez en courant alternatif, un arbre à mort a un rendement qui est un peu faible. Et derrière, on a des batteries électriques parce qu'ils ont voulu virer l'alimentation, un électrolyseur de 15 kW et du stockage d'hydrogène. Donc, on a 47 kg à 200 bars et 6 kg à 500 bars. Le 500 bars étant fait pour la mobilité. Et puis derrière, il y a une pile à combustible pour restituer de l'électricité et puis la station véhicule. Et nous, côté chaufferie, en fait, on a à gauche une chaudière pure H2, celle que je vous ai montrée juste avant, et puis à droite, la chaudière en mélange. Et donc, on va travailler là-bas avec une optimisation de décarbonation. J'ai une quantité finie d'hydrogène que je vais produire à partir de mes ENR et on calcule en temps réel, est-ce qu'il est intéressant d'effondrer le stock d'H2 pour travailler avec la pure ou est-ce qu'il vaut mieux travailler sur une longue période avec la partie mélange. Et donc, le résultat de la première année, ça a été 29 tonnes d'économie de CO2. Et si vous regardez tout en haut à droite, l'indice était de 73 tonnes d'économie par an. Et pourquoi on n'a pas atteint cette valeur-là? C'est qu'en fait, ils ont alimenté le rallye Monte-Carlo, le Monte-Carlo, où il y avait une voiture hydrogène. Et en fait, ils ont piqué notre stock pour alimenter cette voiture. Et la conséquence, c'est quand vous avez une quantité finie d'hydrogène, vous ne pouvez pas le mettre partout. Et donc, comme il avait été piqué pour les bagnoles, on serait retrouvé avec un peu moins. Néanmoins, si on n'avait pas eu la partie véhicule, on aurait été largement dans les valeurs des 73 tonnes d'économie. Alors, ce qui a été acté il y a quelques semaines chez nous, c'est qu'on a trouvé un moyen de décarboner avec des électrolyseurs compacts. Et dans la maison, on travaille depuis longtemps avec de la soudure hydrogène. Et donc, on a ici à gauche sur la photo, vous avez Christophe Defitte qui est notre patron. Et à droite, c'est Nicolas Gérès qui est le patron de Bulan. Et on a développé une technologie pour associer un électrolyseur avec une chaudière. Et donc, visuellement, ça ressemble à ça. Ce qu'on voulait, c'est qu'on ne soit pas du tout disruptif sur le réseau. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à l'infrastructure de l'installation. Vous avez un skid hydraulique traditionnel et vous avez une petite chaudière et son électrolyseur à côté. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on a la chaleur fatale de l'électrolyseur qui est cédée au réseau. Et vous avez ici un mélange qui sort avec de l'hydrogène et de l'oxygène qu'on vient mélanger avec le gaz et on injecte ça dans la machine. Et en fonction de la quantité d'électricité renouvelable qu'on reçoit ici, on va décarboner plus ou moins la chaudière. Et on va courir sur la courbe que vous avez vue tout à l'heure. Donc, on est dans des preuves de concept. On a une 30aine d'installations qui tournent et qu'on monitoring avec le GRDF et le CRIGEN. Et l'objectif, c'est de voir jusqu'à quel taux d'hybridation on peut aller pour que le système soit efficient, sans pour autant avoir à modifier de façon importante les infrastructures et la sécurité également.
Donc en clair, on est quand même juste au début du jeu et quand vous regardez réellement, vous verrez qu'on aura de l'hydrogène dans le bâtiment beaucoup plus vite que dans la mobilité ou dans l'aviation. Parce que vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est une même chaudière, c'est une même filière, c'est une même règle. Et donc on n'a perdu personne. Et moi, je vais être assez fier d'écraser le CO2 à travers l'H2 et qu'on est au début du jeu. Alors je ne sais pas si je suis dans le timing, mais merci de m'avoir écouté. Pas du tout, on a largement éclaté le temps. Donc, je vais faire sauter les questions et passer la parole à David Weber. Qui est là, qui n'est plus David, là. il a son micro qui est coupé. Je suis là. Je suis en voiture, donc c'est pas si simple que ça. Je vais vous partager mon écran. Si t'es en voiture, fais gaffe, David. T'es garé? Je suis arrêté, vous inquiétez pas. Non, ça va. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, ok. Donc, bonsoir à tous. Je vais être beaucoup plus rapide que mes deux prédécesseurs. Je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu moins dans l'air du temps, hein, qui est un petit peu moins le vent en poupe que le méthane ou l'hydrogène, même si avec une journée ensoleillée comme on a aujourd'hui, on pourrait être tenté de penser l'inverse. C'est le solaire thermique. Donc, avant de démarrer, un petit coup de rétro. Puisque le solaire thermique n'a pas toujours été dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. On a eu entre 2006 et 2012 un boom de ce marché, notamment sur le marché du collectif, du logement collectif et tertiaire, puisqu'on est monté jusqu'à plus de 130 000 m² de panneaux installés en 2012, qui était le pic de l'activité, pour chuter en 2021 à moins de 10 000 m² sur ce segment de marché. Alors, tout ça s'explique par différentes raisons. On est monté à un niveau très élevé en 2012 parce qu'il y avait une forte incitation de différents acteurs de la filière. Il y avait une réglementation qui était très favorable à l'installation de panneaux solaires, il y avait beaucoup d'aides. Tout ça a généré forcément beaucoup d'installations, mais a également généré quelques contre-références. Et c'est ça qui a surtout laissé des traces défavorables pour cette technologie qui est quand même hyper vertueuse. Malheureusement, des sites aujourd'hui ne sont plus exploités. Donc, il y a des installations qui existent. Vous en avez peut-être certains d'entre vous dans votre parc qui sont vides, dans lesquels il n'y a plus du tout de fluide. On a des clients qui ont fait des constats assez dramatiques d'investissements élevés pour derrière des rentabilités très faibles. Et on a aussi, il ne faut pas se le cacher, des aides qui ont évolué, qui sont toujours là, qui existent toujours, qui sont peut-être un peu moins incitatives et qui, pour le coup, rendent peut-être moins accessibles les installations de solaire thermique à différents types de clients qu'on peut être amené à rencontrer aujourd'hui. Maintenant, le contexte évolue, change, et ce qui se passe aujourd'hui autour du prix de l'énergie nous amène quand même à réfléchir à la place du solaire à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que, il me manque un slide, c'est qu'on a une énergie qui reste. Il me manque un slide, je suis embêté, excusez-moi. Donc, on a une énergie qui reste quand même disponible, inépuisable et 100% gratuite. Le slide que je voulais vous montrer précisait qu'on a une exposition en région parisienne d'à peu près 1200 kWh par mètre carré par an de solaire, une irradiation qui peut être exploitée jusqu'à 100% à partir du moment où on a des panneaux qui sont exposés plein sud, avec une orientation plus ou moins 45 degrés est-ouest et une inclinaison de 45 degrés. Donc, toute cette énergie, on peut l'exploiter, on peut l'utiliser et la récupérer. Par contre, elle est saisonnière et intermittente, puisque on a un fort ensoleillement dans les périodes estivales et au printemps, on a beaucoup moins en hiver. Quand on regarde la région parisienne, par exemple, l'an dernier, c'est 1600 heures d'ensoleillement, ce qui prouve bien qu'il faut un appoint et que le mix énergétique a vraiment tout son sens quand on va parler d'énergie solaire. C'était déjà le cas avant, ça l'est toujours. On va pas chercher à exploiter 100% d'un site à partir d'une énergie renouvelable comme le solaire thermique. L'idée, on a appris en fait de cette histoire, ça va être d'adapter la production d'énergie aux besoins des bâtiments. C'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui les recommandations de l'ADEME n'ont pas trop changé, n'ont pas trop évolué.
on va toujours chercher à ne pas surdimensionner les installations de solaire thermique. Le maximum de taux de couverture qu'on va rechercher sur des installations, par exemple, de production ECS, c'est 80% de la production d'eau chaude pour le mois le plus défavorable en termes de consommation. Si je prends le graphique qui est sur la gauche de l'écran, j'ai une courbe rouge sur laquelle j'ai une conso très faible au mois d'août. Si je mets du solaire thermique, je ne vais pas dépasser 80% de couverture sur ce mois-là, le mois le plus défavorable. C'est pareil pour les besoins de chauffage. On s'aperçoit qu'une installation solaire thermique pour faire des appoints de chauffage, et là je pense notamment à la difficulté de mettre en application le solaire thermique sur des réseaux de chaleur, va être délicate parce que les périodes où on a le moins de besoins sont les périodes où on a plus d'ensoleillement. Donc encore une fois, si on installe du solaire thermique pour faire de l'appoint de chauffage, on va s'assurer de jamais surdimensionner notre installation pour ne pas dépasser des taux de couverture trop importants qui peuvent amener des problématiques qu'on a rencontrées et qu'on continuera de rencontrer si on est amené à surdimensionner le matériel qui est installé. Alors, par rapport à ces applications, l'objectif va être aussi de choisir le capteur adapté à l'application qu'on veut faire du solaire thermique et à l'implantation, la place de disponible qu'on a pour poser nos champs de panneaux. Des notions qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que plus la température du panneau va être élevée, plus la température moyenne du fluide qui circule dans ce capteur va être à haute température, moins bon sera son rendement. Et c'est là que le choix du capteur va avoir du sens. Si je reprends l'exemple, par exemple, d'une installation sur un réseau de chaleur, un capteur sous vide aura une meilleure efficacité qu'un capteur plan. Parce qu'à haute température, il va avoir un meilleur rendement qu'un capteur plan, qui a une courbe qui chute beaucoup plus fortement quand on a une température moyenne de panneau qui monte. Les réseaux de chaleur étant rarement à très basse température, on travaille à des régimes qui sont plus favorables aux capteurs sous vide. Donc, le choix du panneau doit se faire sous différents angles. Premièrement, la place que j'ai pour pouvoir l'installer, et ensuite, l'application que je veux en faire par rapport aux températures qui vont circuler dans mon champ de capteurs. Donc les technologies, vous les connaissez, elles n'ont pas énormément évolué depuis les 10 ans qui viennent de passer. On a toujours du capteur plan, donc les changements qu'il y a eu, c'est un développement un peu plus fort des solutions auto-vidangeables qui permettent dans certains cas de figure d'être un peu moins sensible au surdimensionnement, même si on ne le cherche pas et on ne le veut pas. On a des batteries de grande capacité qui permettent aussi de faire des installations un petit peu plus rapidement qu'en assemblant des panneaux individuels sur des batteries qu'on va assembler à la main. Et on a toujours nos capteurs sous vide qui, eux, offrent la possibilité d'une implantation un petit peu plus aisée et surtout plus variée, puisque quand on est embêté sur des surfaces au sol pour mettre un champ de panneaux incliné sur des rails ou sur des châssis inclinés, le capteur sous vide peut être posé à plat ou même en façade. Donc on a vraiment, comme je le disais tout à l'heure, un choix de technologie qui doit se faire par rapport à l'application et par rapport à la place qu'on a disponible sur le bâtiment qu'on veut équiper. Le plus du capteur plan, c'est que c'est une solution qui est connue, maîtrisée, fiabilisée, qui n'est pas trop chère aujourd'hui. Le moins, c'est qu'on a une emprise au sol forte. Le gros point positif du capteur sous vide, c'est encore une fois cette multiple possibilité d'implantation. Par contre, on va avoir un investissement qui va être un petit peu plus important, puisqu'un capteur sous vide coûte à peu près 3 fois, 2 fois et demi, 3 fois le prix d'un capteur plan. Les étapes clés à respecter quand on fait une installation solaire, on est de plus en plus incité à les respecter parce que, voilà, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'histoire nous a appris ce qu'il fallait plus faire. Donc, on va déjà s'assurer d'une bonne exposition, d'une bonne inclinaison de nos champs de panneaux. On va ensuite s'assurer du besoin en fait, de notre bâtiment. L'idéal étant toujours de partir sur des relevés, sur des mesures, plutôt que sur des estimations. On s'aperçoit aussi que depuis une dizaine d'années, les référentiels caustiques ADEME ont évolué, puisque les besoins journaliers des logements ont fortement baissé depuis quelques années. Dans les EHPAD, c'est pareil, les besoins journaliers d'une chambre ou d'un lit ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. Donc on essaye, si possible, de se baser sur une mesure, sur un relevé. En fonction de ça, on va déterminer un stockage qui correspond à la consommation maximum journalière par rapport à notre période la plus défavorable.
Ensuite, on va déterminer notre champ de panneaux, on va s'assurer qu'il s'intègre bien sur notre bâtiment et on va finaliser par des différentes études et par différentes simulations qu'on ne dépassera pas ce taux de 85% de couverture en période la plus défavorable. L'idée, c'est qu'en solaire thermique, on reste sur des installations qui soient les plus simples possibles, avec une source d'eau froide qui soit toujours la plus proche possible de notre production d'eau chaude. Donc en gros, quand mon fluide circule, je m'assure que la surface en contact avec ce fluide qui est chaud soit une source la plus froide possible. On évite les échangeurs qui se démultiplient, on évite une chaudière qui ramène son appoint d'eau chaude directement dans le ballon solaire. Enfin, voilà, on ne veut pas perturber cette source froide. L'idée étant de toujours installer, quand on fait de l'eau chaude collective par exemple, des ballons en série. On rentre en eau froide dans un ballon qu'on préchauffe et qu'on alimente sur un ballon d'appoint. C'est valable ça pour tout type d'application. Quand on fera du chauffage, on voudra aussi travailler sur des réseaux les plus bas possibles en température. Quand on fera du réseau de chaleur, on s'assurera de travailler avec des réseaux avec des températures de retour les plus faibles possibles également. Pour terminer, l'assurance d'une installation efficace et fiable, c'est une maintenance et un suivi régulier. On a maintenant des entreprises qui proposent, la majorité des exploitants le font, on a des gens qui se sont spécialisés également, de la maintenance sur le solaire thermique, qui reste une énergie quand même, enfin des technologies plutôt simples, puisqu'on travaille sur des delta T, j'ai de la chaleur qui circule dans mon panneau, je suis plus haut qu'une source froide, j'enclenche un circulateur et je fais circuler mon fluide. Donc ça reste très simple, c'est beaucoup de bon sens le solaire thermique. Quelques données pertinentes à suivre, c'est la conso d'appoint. Si par exemple on s'aperçoit que sur un site où j'ai mis du solaire, j'ai un appoint qui tourne de manière beaucoup trop importante, je peux commencer à me poser des questions sur l'efficacité de mon installation solaire. Consommation des auxiliaires, notamment les circulateurs qui irriguent le fluide entre les panneaux et nos ballons. Si ceux-ci ne tournent pas suffisamment, c'est qu'il y a peut-être également un problème. Et bien entendu, les contrôles visuels sur tout ce qui est organes de mesure de température, comme les thermomètres, les manomètres, les sondes des ballons, les sondes des capteurs, les contrôles de la qualité du fluide. Tout ça doit permettre en fait d'avoir des situations pérennes sur des sites équipés de solaire thermique pour avoir des choses beaucoup plus vertueuses que ça a pu être par le passé. Donc, je vais paraphraser Jérôme, le solaire thermique n'est pas mort non plus. Il faut juste qu'on s'assure de le faire dans les bonnes conditions pour qu'on ait un fonctionnement le plus efficace possible et le plus efficient possible, aussi bien pour les rejets, puisque le solaire thermique évite énormément de rejets de CO2, mais aussi pour qu'on ait des utilisateurs qui soient satisfaits de leur installation et qui puissent faire du gain sur leur consommation d'énergie fossile ou de leur concession de chauffage urbain. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le solaire thermique aujourd'hui. Merci David. Je prends une question si vous avez. Oui. Sinon, je passe à la présentation suivante, c'est-à-dire une présentation sur les aides financières pour les travaux de rénovation. C'est quelqu'un qui pose une question, je crois. J'ai entendu un oui. Non? Bon, visiblement, ça n'est pas passé. On recommence. On vous a en gros plan là. Oui, j'ai une question, je n'ai pas entendu en fait. C'est David Weber qui pose une question. Ouais, il y a eu une question ou non? Je crois pas. Hein. Non, non, non. D'accord, ok. Merci, je vais devoir vous laisser. Hein. Je vous remercie encore Merci David. de nous avoir laissé intervenir sur ce sujet. Merci. Donc, je vais vous présenter les aides financières, puisque c'est bien beau de parler d'efficacité énergétique, c'est bien beau de parler d'objectifs de consommation d'ici 2050,
Mais comment on finance tout ça? Qui paye? Est-ce que c'est le particulier qui va payer pour des objectifs fixés par l'État? Ou est-ce que l'État va aussi payer un peu de sa poche parce que le global, c'est comme un équilibre de la balance de commerce extérieur, c'est l'atteinte d'objectifs au niveau de Bruxelles sur les émissions de CO2. Donc, je vais rapidement vous présenter les les aides financières qui sont à votre disposition. Je vais aussi essayer de rattraper le temps, donc j'ai 37 slides, mais je vais passer vraiment très très vite. Alors, tout le monde connaît déjà MaPrimeRénov'. Alors déjà, bon, excusez-moi, les aides vont varier suivant des conditions de ressources, hein, elles seront plus ou moins fortes. Donc on distingue 4 types de ménages: les ménages aux revenus très modestes, les ménages aux revenus modestes, les ménages aux revenus intermédiaires et les ménages aux revenus supérieurs. Alors les aides par elles-mêmes. MaPrimeRénov', qui est accordée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs, aux usufruitiers, aux titulaires d'un droit d'usage et d'occupation, aux preneurs d'un bail emphytéotique ou d'un bail de construction et les propriétaires en indivision. Deux conditions: logement occupé à titre de résidence principale avec une occupation de 8 mois dans l'année. Et puis, comme on parle de rénovation énergétique, on ne fait pas une rénovation énergétique sur un bâtiment neuf, le bâtiment doit avoir plus de 15 ans. Une exception près, c'est pour le remplacement d'une chaudière fioul par une production de chaleur à énergie renouvelable, où là, c'est ouvert à tous les bâtiments. Obligation de faire réaliser les travaux par un professionnel RGE, et votre client peut demander sa prime à partir du devis de l'entreprise sur les sites maprimerenov.gouv.fr. À la fin des travaux, donc l'ANA valide la prime, et à la fin des travaux, sur présentation de la facture, la prime est versée. Si le client ne veut pas avancer l'argent, il peut demander à l'entreprise de servir de mandataire pour l'obtention de la prime. Alors, à titre d'exemple, je vous ai mis quelques aides. Alors, pour le montant des aides et autres, n'hésitez pas, vous m'appelez, je suis à votre disposition. Je vous donnerai tout ce qu'il faut. Alors, juste remarque, sur les chaudières gaz, pour des foyers très modestes, 1 200 €, 800 € pour les très modestes, et les ménages aux ressources intermédiaires et aux ressources supérieures ne sont pas éligibles aux aides. Et cette aide sur les chaudières gaz va disparaître au 31 décembre 2022. Alors, pareil, pour encourager le remplacement des chaudières fioul et éventuellement des chaudières gaz, depuis le 15 avril, certaines primes ont été survalorisées dans MaPrimeRénov'. Il s'agit des pompes à chaleur, des systèmes solaires combinés, des chaudières bois. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Alors, ces primes-là sont dédiées au logement particulier, c'est-à-dire aux maisons individuelles et à l'appartement qui a son système de chauffage. Pour les copropriétés, ils ont mis en place ce qu'on appelle MaPrimeRénov'. C'est une prime qui est accordée pour tous les travaux sur les parties collectives et les travaux réalisés sur les parties privatives déclarées d'intérêt collectif. Par exemple, le choix de remplacer tous les vitrages de la copropriété pour réduire les pertes au niveau des vitrages et réduire la consommation de chauffage. Je vous dis que je passe très vite pour essayer de rattraper le temps et donner du temps à Fortech. Donc, les conditions: obtenir un gain énergétique de 35%. Pour ça, il faudra faire appel à une maîtrise d'œuvre qui va confirmer les économies d'énergie. Les travaux sont réalisés par une entreprise RGE. Et les aides sont de 25% du montant des travaux, plafonnés à 15 000 € par logement, sans condition de ressources. C'est-à-dire que tous les copropriétaires touchent l'aide. Et après, vous avez des primes, un bonus pour des travaux qui permet de sortir de l'étiquette passeur énergétique, donc 500 € par logement. Si vous visez le BBC, 500 € par logement. Des primes individuelles pour les ménages à ressources très modestes ou modestes,
qui sont respectivement de 1 500 et de 750 €. Et si vous avez une copropriété fragile, on rajoute 3 000 € par logement. MaPrimeRénov' Sérénité, donc c'est une aide qui est accordée aux ressources modestes ou très modestes, à condition de réaliser 35% d'économie d'énergie, d'atteindre au moins la classe E sur l'étiquette énergétique du DPE. Et l'aide est proportionnelle au montant des travaux et elle est plafonnée à 30 000 €. Enfin, les travaux sont plafonnés à 30 000 € hors taxe par logement, qui fait une aide de 15 000 € pour les ménages aux ressources très modestes et 10 500 € pour les ménages aux ressources modestes. Alors, un truc intéressant, vous avez tous vu dans la presse que la loi Résilience et Climat va interdire la location les logements considérés comme étant des passoires thermiques. C'est-à-dire, on va commencer par les étiquettes G, les étiquettes F, et aller jusqu'à l'étiquette E en 2030 ou 2040, je ne sais plus. L'ennui, c'est que le propriétaire n'a pas forcément les moyens de rénover le logement. Donc, on propose une petite aide qui s'appelle Loc Avantage. C'est-à-dire que vous faites des travaux dans un logement à condition de le louer à des personnes ayant des ressources modestes. Et donc, l'aide se retrouvera, donc amélioration énergétique de 35%, et l'aide se retrouvera sous forme d'un crédit d'impôt de 25% sur le montant hors taxe des travaux, avec un montant de 750 € par mètre carré et de 15 000 € par logement, puisqu'on limite le logement à 80 mètres carrés. Donc, il faut y penser, hein, si vous voulez louer un logement qui est classé étiquette G, ceci peut vous aider à faire les travaux. Donc, les aides sont cumulables, enfin, cumulables ou pas. Par exemple, MaPrimeRénov' peut être cumulé à un éco-prêt à taux zéro. On peut même avoir le complément d'argent pour faire la jonction entre ce qui a été donné en aide et puis ce qui reste à payer. C'est cumulable avec les C2E et c'est cumulable avec les aides des collectivités territoriales. Les C2E, tout le monde connaît. Donc, ce sont des aides qui sont fournies par les fournisseurs d'énergie ou des obligés, rémunérés par rapport à l'économie théorique réalisée sur la durée de vie de l'installation, économique qui est mesurée en kWh Comac. Donc, on vient d'entrer dans la 5e période, donc 5e période pour une durée de 3 ans, un objectif de 2500 TWh Comac, donc 730 TWh destinés aux C2E précarité. Sur les C2E, on rajoute aussi l'opération coup de pouce, c'est-à-dire des C2E survalorisés, très bien valorisés, très bien survalorisés pour les ménages modestes, mais aussi pour les autres ménages. Donc, c'est une opération qui dure jusqu'au 31 décembre 2025. Automatiquement, l'obligé ou le délégataire qui va valoriser les coups de pouce devra avoir signé la charte. Si vous voulez savoir si votre délégataire a signé la charte, n'hésitez pas, appelez-moi. La TVA taux réduit, que tout le monde connaît, donc pour des travaux qui sont listés dans l'article 278-0 bis du Code général des impôts. Donc là, pas de condition DRG, hein, le taux de TVA est accessible à toutes les entreprises, à condition qu'elles fournissent et posent le matériel. Le taux réduit porte sur l'installation et la fourniture des biens et sur leur entretien. Et chose à retenir, c'est que les performances des équipements sont les performances des équipements qui étaient éligibles au CITE en 2017. C'est-à-dire que l'entretien d'une chaudière fioul à condensation est actuellement toujours éligible au taux de TVA à 5,5. Donc, taux de TVA évidemment à 5,5, deux conditions, bâtiment à usage d'habitation et bâtiment qui a plus de 2 ans, avec l'attestation simplifiée à remplir. On peut en bénéficier à condition que ce soit un logement. Les aides des collectivités locales, c'est des aides qu'on oublie souvent parce que toutes les collectivités ne les donnent pas, mais certaines collectivités peuvent aider votre client s'il fait des travaux d'économie d'énergie
par le biais d'une exonération de la taxe foncière. Chaque énergie qui est distribuée automatiquement aux ménages éligibles, ça correspond généralement plutôt à une aide pour payer le combustible. Les aides de la caisse de retraite, donc pour tous les gens qui sont sur le régime général de retraite, ils peuvent avoir une aide de leur caisse de retraite pour isoler les pièces de vie, aménager les sanitaires, changer les revêtements de sol pour sécuriser les sols et éviter les chutes, motoriser les volets roulants, et puis l'accessibilité du logement. Le dispositif de Normandie, réservé à certaines villes moyennes, c'est pour redonner vie à des villes qui sont un peu délaissées au profit des grands centres urbains. Donc tous les travaux doivent avoir des performances minimales. Vous pouvez consulter le site de l'ADEME qui vous donnera les performances minimales des matériaux pour être éligible aux aides. Et puis évidemment, les aides ne couvrent pas 100% des travaux, donc vous pouvez conseiller à votre client de céder après, c'est-à-dire contre l'économie qu'il aura réalisée et le remboursement du prêt. Il ne verra pas forcément de changement sur sa facture d'énergie, mais les travaux sont faits, il aura gagné en confort, et puis dès que le prêt est remboursé, il pourra vivre dans un logement à la fois confortable et réaliser des économies financières. Donc vous avez l'éco-prêt taux zéro, le prêt d'avance rénovation, le prêt du livret développement durable, les distributeurs d'énergie qui peuvent prêter de l'argent parce que derrière ils vendent de l'énergie, et le prêt d'amélioration de l'habitat. Et enfin, donc les sites utiles, le site francerenov.gouv qui vous permet de simuler les aides de votre client, et le site de l'ANIL qui vous permet de voir si vous avez droit à des aides au niveau de votre région. Je suis passé très rapidement, mais c'est pour laisser la parole à Fortech. Jérémy, si tu veux, la parole est à toi. Merci beaucoup. Enchaînons. Tout simplement, on voulait mettre en lumière le fait qu'au-delà de la loi climat et résilience, qui est le sujet des différentes interventions, il y a un certain nombre de réglementations aussi qui viennent perturber le fonctionnement et le quotidien des entreprises. On peut en citer quelques-unes. Le décret tertiaire et son objectif de réduction de consommation d'énergie, la RE 2020, la mise en place de seuils sur la performance des systèmes de chauffage et de CS, le décret sur la régulation des bâtiments et notamment un focus également sur les notions de qualité d'air. Donc, tout ça, c'est des sujets qui sont nouveaux, qui nécessitent aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises se mettent au diapason, en tout cas, ou renforcent en tout cas leurs prérequis. Et aujourd'hui, à Fortech, en tout cas en partie, propose des formations ciblées sur un certain nombre d'actions sur la performance énergétique. Pour vraiment répondre au mieux vis-à-vis de ces contraintes et de ces obligations. Donc on a mis un petit échantillon des éléments qui sont les plus ciblés, en tout cas qui nous ont paru les plus ciblés par rapport aux contraintes réglementaires aujourd'hui, notamment sur la partie évolution de la maintenance et de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, pour vraiment répondre à tous les enjeux qui peuvent être en lien avec le décret tertiaire. Un focus aussi particulier sur la partie contrat de performance énergétique qui est assez lié avec la notion d'obligation et de résultat sur les contraintes qui peuvent nous être imposées aujourd'hui par les différentes réglementations. Sur la partie évidemment 9, un focus plus spécifique sur la RE 2020 avec son architecture et comment tenter en tout cas d'y répondre le mieux possible. On a vu quelques exemples, notamment sur les impacts carbone, mais
Voilà, il y a d'autres points que juste l'aspect CVC. Ça peut être bien essayer de comprendre le mécanisme. Une partie sur l'analyse et la cartographie des consommations énergétiques d'un bâtiment. Donc ça, c'est plus quelque chose où des entreprises voudraient mieux comprendre le fonctionnement d'un bâtiment et sans aller jusqu'à la notion de certification, en tout cas, vraiment essayer de comprendre comment on fait du management de l'énergie, notamment pour les entreprises de maintenance. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui vient en complément de la première formation qui était juste au-dessus. Une formation sur la gestion technique du bâtiment, la partie GTB, et une partie spécifique pour l'après, plus spécifique en tout cas sur la partie sur les énergies renouvelables. Donc voilà, en intégration, en exploitation, comment ça se gère, comment on évite les contre-indications. Tout à l'heure, ça a été cité, et les contre-performances, et quelles sont les solutions aujourd'hui qui fonctionnent, qui marchent. Voilà, ça fera pas mal écho à ce que j'ai entendu précédemment, en tout cas sur les items des nouvelles technologies et des contre-performances. Voilà, donc là, je vais donner la parole à Catherine sur les autres formations, puisque au-delà de celles que je suis amené à pouvoir proposer au sein d'Afortech, Afortech en propose beaucoup d'autres. Donc, Catherine, je te laisse la parole. D'accord, merci. Donc, ce qui est important, c'est que Afortech n'est rien sans ses intervenants. Et c'est pourquoi on a retravaillé toute cette offre, parce que Jérémy, tu t'es pas vraiment présenté. Donc, en étant l'intervenant principal de cette offre qui est renouvelée et qui est très concise, parce qu'on est sur des interventions d'une journée, voire 2 journées. Donc, c'est vraiment, on va à l'essentiel. Et l'idée, c'était vraiment d'encourager les entreprises à y venir. Est-ce que tu peux juste dire qui tu es? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis un ingénieur thermique et énergie au sein d'une filiale de la RATP, la filiale bâtiment de la RATP. Et donc, on est amené autant à travailler pour la filiale logement que la filiale tertiaire et la filiale industrielle au sein de la RATP. Voilà. Et puis, j'ai passé aussi 10 ans au sein d'un bureau d'études assez réputé. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens pour Afortech, en tout cas sur les sujets de la performance énergétique. D'accord, merci. Donc, moi, je ne vais pas m'étendre sur les offres, mais on voit qu'on a développé toute une catégorie d'offres pour accompagner les entreprises dans les enjeux qui sont actuels et à venir. Et on ne peut qu'encourager d'utiliser ces formations, soit qui sont sur une meilleure maîtrise des énergies renouvelables, une reconnaissance aussi de leur capacité à faire des travaux qui sont reconnus aussi RGE. Et puis, on est aussi sur tout ce qui est transition numérique du bâtiment. Ça, c'est pour l'offre verte, on va dire, en complément de ce que Jérémy a présenté. Pour la suite, on a évidemment toute une offre technique à laquelle notre président Giovanni Monti, qui a plusieurs casquettes aujourd'hui, incite constamment les entreprises à venir se former, à continuer à développer leurs compétences. Et là, j'ai mis en avant simplement des formations sur la régulation, sur l'optimisation, qui sont fondamentales pour que toutes ces installations qui sont proposées par les fabricants, qui sont installées, donnent le meilleur rendement possible. Donc voilà, on va dire qu'on est toute une chaîne et je vais laisser la parole à Giovanni en vous remerciant de votre attention. Toutes les présentations sont avec des liens qui permettent d'aller directement explorer un peu plus l'offre. Oui, je crois que tu as tout dit, Catherine, hein. Merci Jérémy, merci Catherine, merci à tous les intervenants d'ailleurs, parce que c'était très très enrichissant. Ça mérite aussi qu'on s'y attarde un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques interrogations. Malheureusement, il y a quelques intervenants qui nous ont quittés, mais c'est vrai que ça donne matière à réflexion. Et je pense que plus on sera capé, plus on sera formé, conscient de l'enjeu,
conscient de l'enjeu, plus ça donnera du sens à notre métier, plus ça le valorisera aussi. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite dans la profession, parce que c'est une très belle profession qui mérite d'être dans l'actualité. Et je pense que, en tout cas, merci, et merci aussi de nous faire partager, Jérôme et d'autres, de nous faire partager vraiment ces évolutions qui nous font prendre conscience que voilà, notre métier peut toujours évoluer. Donc c'est bien, c'est bien. Merci à tous. Merci Régine aussi d'avoir pu permettre ce webinaire. Merci à tous. On a tenu le timing. Il est 19h30. Donc, je vais quand même revenir sur ce que disait Giovanni. C'est vrai que notre profession connaît une phase de mutation. Et les thermiciens que nous sommes, nous avons la chance de connaître le bâtiment, que ce soit du point de vue thermique, du point de vue de son fonctionnement, avec la méthode. Et à demain. Avec la partie maintenance, pour garantir les consommations et les fonctionnements optimaux de nos bâtiments. Donc, il ne faut pas que nous perdions la main sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CCP et de ses commissions, auprès de nos partenaires.